Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre émission Droits et Devoirs. Nous vous remercions de nous être toujours fidèles. Nous vous remercions pour l'attention que vous apportez à cette émission. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore autour d'un thème. Aujourd'hui, nous allons parler du crédit et plus précisément des garanties du crédit. Pour comprendre ce thème et pour savoir de quoi il s'agit, nous avons invité pour vous quelqu'un que vous connaissez déjà, un éminent juriste qui maîtrise le domaine. Nous avons invité pour vous Monsieur Logo Émile. Monsieur Logo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes toujours contents de vous recevoir et nous savons que de vous, nous apprenons beaucoup. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie. Nous allons parler des garanties du crédit. Et d'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous demander, c'est quoi une garantie? Alors, merci beaucoup. La garantie, c'est une certaine assurance. C'est une formulation du droit et mettant à la disposition de quelqu'un qui fait un effort d'être serein dans ce qu'il fait puisse lui retourner. Alors, je dis garantie, c'est ce qui fait que j'aurai en retour ce que je t'ai laissé. Okay. Ce qui fait que quand je vais dormir, je serai dans la paix que ce que je t'ai donné, j'aurai ça en retour. Okay. C'est ça la garantie. Okay. Donc vous avez dit que c'est la garantie, c'est l'assurance que le crédit qu'on a placé, qu'on puisse le recouvrer. Voilà, en venant au crédit spécialement, c'est que le crédit déjà c'est la mise à disposition de quelqu'un d'une somme d'argent. On l'appelle prêt, souvent prêt que nous disons prêt de consommation. Ce prêt que je mets à ta disposition, c'est un crédit. Et ce crédit, il faut quand même que le patrimoine, mon patrimoine qui a été vidé, puisse être rééquilibré après. C'est-à-dire que je sors quelque chose de mon patrimoine, je te fais un crédit, il faut que je puisse retourner dans ce patrimoine-là le bien que je t'ai donné. Le crédit, c'est un bien que je t'ai remis. Donc, la garantie de ce que, si il arriverait que tu ne me remets pas la chose, je puisse quand même se servir de quelque chose ou toucher rapidement quelque chose pour me servir de ça. Et ça, ce que nous appelons généralement le thème garantie. Ok. Ouais. Si je comprends bien, Monsieur Logo, vous avez dit que la garantie, c'est quelque chose qui est là et qui me donne l'assurance que le prêt que j'ai fait, que je vais pouvoir avoir son retour. Absolument. Absolument. Ok. Ça dit que c'est forcément quelque chose qu'on touche, je ne sais pas. Vous avez dit quelque chose qui est là. Est-ce que c'est... Déjà, parlez-nous des garanties. Puisque vous dites quelque chose qui est là, vous voulez dire quoi? Quelles sont les garanties qui existent? Quelle est la nomenclature, si vous voulez bien, des garanties qui existent? Merci. En réalité, avant d'en venir là, on souhaiterait quand même dire à nos chers amis que quand tu mets à la disposition de quelqu'un un crédit, la loi dit que tout son patrimoine devient ton gage. En réalité, c'est quoi? Je donne 50 000 francs à quelqu'un et au même moment que je donne, même si il ne me dit pas, bon, au cas où je ne peux pas payer, je te donne telle garantie, je donne telle chose. Du coup, au moment où tu lui offres le crédit, au même moment, tu deviens en même temps un créancier qui a des droits. Okay. À telle enseigne que, dans la mesure où il ne sera plus, il n'aura plus la capacité de te payer, tu peux toucher ses biens. Et ces biens, c'est tous ces biens. Il n'y a pas une spécificité sur un bien donné. Donc, quand le monsieur vient chez moi, je lui accorde un prêt. Au même moment, s'il a un véhicule,
il a un immeuble à Kassato, il a tout ce qu'il a, il devient en même temps le gage qui assure, mais qui assumera le recouvrement de mes créances. Donc, dans un premier temps, c'est un gage général. C'est-à-dire que il n'a pas mis à ma disposition tel bien spécifiquement, ou bien n'a pas pesé telle chose. Donc, du coup, tout son patrimoine devient en même temps la ressource pour moi pour pouvoir quand même revenir et combler mon patrimoine qui a été vidé. Donc, il y a un gage général d'abord. Parlant de cela, mais ce gage général que j'ai, du coup, en faisant le prêt, sans même qu'on me fasse un écrit pour dire je mets telle voiture à ta disposition, au cas où je ne paierai pas, tel véhicule sera servi, sera un moyen de paiement, ou tel immeuble n'a pas été spécifié, de sorte que le droit me reconnaît ce droit général sur tous les biens qu'il a. Ça pourra à ce que lorsque il ne peut pas payer, je peux réaliser ces biens-là, un à un. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsque vous ne demandez pas l'affectation d'un bien précis, vous tombez dans les créanciers ordinaires que nous appelons chirographés. Alors, dans ces genres de créanciers, vous n'avez pas le droit absolu. Vous n'avez pas un droit de suite, par exemple. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas suivre les biens, le bien de ce monsieur à qui vous avez fait un prêt, vous ne pouvez pas le suivre. De sorte que, même s'il vendait ce bien, vous ne pouvez pas vous en prévaloir après. Pour dire, et je lui ai fait un prêt, et oui, voilà, il m'a mis à ma disposition, il ne vous a rien mis à votre disposition. De sorte que vous n'avez pas les yeux fixés sur ces biens. Vous n'avez pas un droit de préférence. C'est-à-dire que, au cas où un de ces biens a été vendu, on ne peut pas vous payer au premier rang. Donc, c'est pour pallier tous ces problèmes que la garantie de façon spécifique est exigée. Il y a certains même qui ont dit, s'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de crédit. Et quand il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'économie moderne. De sorte que les trois sont liés. Garantie, oui. Crédit, oui. Et après, économie moderne. Ça permet le développement. Alors, dans ce sens, pour ne pas subir ce problème, vous qui avez fait du bien, pour ne pas subir ce problème, la loi a dit que au moment de prêt, l'emprunteur peut mettre à votre disposition un bien. Il peut vous affecter un bien. Si vous permettez, monsieur Logo, avant d'en arriver là, vous avez déjà donné beaucoup de notions et on voudrait que ça soit digeste. On voudrait bien comprendre. Vous avez parlé de droit de gage général, vous avez parlé de droit de préférence, droit de suite. On va aller mollo mollo pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre. Vous avez dit que quelqu'un qui fait un prêt et qui n'a pas pris un bien, qu'on ne lui a pas affecté un bien en garantie, il a quand même une garantie. Absolument. Cette garantie, c'est sur tous les biens de son débiteur. Absolument. Donc si je fais un crédit à quelqu'un et que je n'ai pas pris spécifiquement un bien en garantie, c'est que j'ai un droit de gage général. C'est bien ça, c'est ce que vous appelez droit de gage général. C'est-à-dire sur tous ces biens. Ouais. Ok. Mais le problème, c'est que si j'ai un droit de gage général, je paie ce que vous avez appelé le droit de suite, le droit de préférence. Oui. C'est-à-dire que je ne peux pas suivre un bien particulièrement pour dire c'est ça là, on va vendre pour que je puisse avoir mon retour. Plus précisément, c'est que ce bien que je sais, parce que je prends un exemple terre à terre, et le monsieur qui est venu vers moi a deux véhicules, par exemple. Et je sais que je connais leur immatriculation. Et un jour, ce véhicule-là, il y a un qui est vendu. Alors que tout ce qu'il a dans son patrimoine, y compris le véhicule, y compris son salon bien doré, y compris ses immeubles, tout ça là devient, j'ai un droit sur ça. D'accord? Mais je ne peux pas aller revendiquer ce bien-là.
C'est-à-dire que je ne peux pas, ici, aujourd'hui, à moins qu'ils me disent, voilà, ce bien, je te mets ça en garantie. Je t'affecte ça spécialement en garantie. De sorte que j'aurai désormais un droit de suite là-dessus. Au point où, même s'il vend, je peux quand même demander l'annulation de cette vente-là parce que c'est déjà consenti. C'est déjà mis à ma disposition. Donc, je paie d'office le droit de suite là, qui me permet de suivre le bien partout. Je paie d'office le droit de préférence, qui me permet de ce que, si ce véhicule est vendu, on doit me payer d'abord avant de payer les autres. Donc, tous ces problèmes ont amené ceux qui pensent et ceux qui font la loi à prévoir d'autres garanties spécifiques. Et pour pouvoir assurer toujours, parce que pour donner, celui qui t'offre un crédit, c'est celui qui te fait de bien. Pour que celui-là ne soit pas demain couvert de honte, on lui permet quand même d'avoir une garantie spéciale. C'est ce que nous appellerons, et tout à l'heure, nous allons développer ça dans les sûretés que nous allons aborder tout à l'heure, qui sont aussi des garanties. Oui, vous avez parlé de sûreté. Sûreté, alors que tantôt vous parlez de garantie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bon, en réalité, les deux thèmes, ça voudra finalement dire la même chose. Okay. Et garantie, c'est tout ce qui permet à celui qui fait le prêt d'être à l'aise. Sûreté, c'est tout ce qui permet au créancier d'être sûr. Okay. L'assurance que son crédit ou son argent le revienne. Okay. Donc, de sorte que, finalement, on parle de sûreté en disant garantie. D'accord. Parce que la sûreté, c'est toute cette convention qui permet à ce que le créancier puisse être en possession ou bien doit avoir un droit de regard sur un bien qu'on lui a fait spécialement pour pouvoir recouvrer si le débiteur ne payait pas, pour pouvoir retrouver son argent qu'il avait fait sortir. Okay. Alors, on disait tantôt qu'il y a une panoplie de sûreté. Et ça a été cadré et répertorié. Donc, vous allez voir qu'il y a des sûretés dites personnelles. Okay. Ça voudra dire quoi? Les sûretés dites personnelles, c'est un engagement de la personne elle-même ou de sa caution. C'est-à-dire, je fais un crédit de façon terre à terre, je fais un crédit chez quelqu'un, il m'accorde le crédit, j'ai dit, bon, mon frère, je souhaiterais quand même amener une caution. Soit c'est moi-même qui propose, soit le créancier même demande à ce que vous devez avoir un cautionnement, faire un cautionnement ou avoir une caution. Okay. Donc, s'il me demande, je vois quelqu'un dont le patrimoine peut quand même arriver à couvrir en cas de défaillance cette dette-là, je l'amène. Alors il devient caution. Il cautionne, il accepte, il se met à la deuxième position à mon niveau. Okay. C'est-à-dire, lorsque je ne serai pas en mesure de payer, lui, il pourra payer. Okay. De sorte que, quand la caution vient, qu'est-ce que le créancier doit faire? Le créancier doit voir si le patrimoine de cette caution est solvable. Okay. Est-ce que ça présente des garanties pour que, au moment où le débiteur principal, à qui j'ai accordé mon prêt, n'arrivait pas à payer, est-ce que j'ai le patrimoine assez bien fourni pour cette caution-là de me payer? Je dois d'abord vérifier cela. C'est une vérification extrêmement importante. Parce que je ne peux pas avoir devant moi un débiteur que je vois que finalement c'est pas sûr qu'il pourra me payer. Et je demande une caution, m'amène quelqu'un, excusez-moi, de son genre encore. Ça devient encore un problème pour moi après pour pouvoir recouvrer mes sous. Donc le créancier doit d'abord vérifier la solvabilité, les éléments constants du patrimoine de la caution avant d'accepter. Parce que si vous n'acceptez pas, la caution n'est pas valable. L'acceptation vient de vous.
Si le créancier refuse la caution, ça tombe. Par contre, si le débiteur l'accepte, ça n'a pas d'effet. Donc, la première mesure, la première sûreté qui est dite personnelle, vous verrez cette forme qu'on appelle cautionnement. Et après cela, vous verrez la lettre de garantie. Je voulais aller... Avant d'en arriver là, oui. Pour bien comprendre le cautionnement, vous avez dit que quelqu'un qui fait un prêt, il peut exiger à son débiteur de lui amener une caution. Absolument. C'est-à-dire d'amener quelqu'un qui puisse répondre à la dette au cas où lui sera insolvable. Ouais. Et dans ce cas, il faut prendre des précautions. Il faut voir si la caution en question est solvable. Vous disiez, et si je paraphrase un peu, on ne peut pas donner un crédit de 10 millions par exemple à quelqu'un et pour garantir ce crédit, on amène quelqu'un qui ne puisse même pas couvrir un crédit de 100 000. Est-ce que nous avons bien compris? Bien sûr, okay. Bien sûr. Parce que moi, l'objectif du créancier, c'est le monde des affaires. C'est que quand je sors un franc, je puisse tout au moins revoir encore l'argent qui était remis. Oui. Tout au moins. Oui. S'il n'y a pas d'intérêt, parce que ça là, c'est la loi des parties. Oui. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Il faut quand même que au plus je puisse retrouver le montant principal que j'ai mis à la disposition. De sorte que, à l'entame, en amont, ces dispositions doivent être prises par le créancier pour qu'il n'y ait plus de problème après. Okay. Donc, il doit veiller strictement à ce que la caution soit solvable. Okay. S'il n'est pas solvable, si la caution n'est pas solvable, vaut mieux qu'il refuse en même temps. Okay. Alors, face à ce refus éventuel du créancier, oui. Le débiteur peut alors choisir un bien mobilier. C'est-à-dire lui-même, débiteur qui est venu et qui a proposé une caution que le créancier a examinée dans sa personne. Parce qu'il faut aussi voir le côté moral de la caution. Si vous avez su que c'est un dribbleur, c'est quelqu'un qui aime dribbler les gens, ils ont tous les moyens. On peut quand même relever ou bien relayer certains moyens après dans d'autres émissions. Il y a des moyens que les gens mettent en place maintenant pour ne jamais payer leurs dettes. Alors, si vous, de côté moral de la personne, vous voyez qu'il peut avoir un patrimoine bien fourni, je ne veux pas vous laisser partir. Okay. Alors, dans ce cas de figure, le débiteur est obligé de mettre à votre disposition une sûreté mobilière. Okay. C'est-à-dire, il sort de son patrimoine un bien mobilier. Le débiteur lui-même. Le débiteur lui-même. S'il a cette capacité, si il ne peut pas fournir une caution, ou bien si, une fois fourni la caution, dans mon rôle de contrôle, parce qu'on a dit dans une émission que le créancier a un droit de regard, même sur la caution, sur l'évolution de la dette, oui. Ou de la créance qu'il a mis à disposition de la personne. Oui. Dans mon rôle de ce contrôle-là, il m'est apparu que la caution est en train d'organiser de l'insolvabilité et qu'au jour J, il ne sera pas en mesure de payer ma dette si le débiteur principal restait défaillant. J'informe en même temps le débiteur et je l'oblige à mettre à ma disposition soit une autre caution, soit un bien mobilier ou immobilier dans son patrimoine. Okay. Donc c'est les deux cas dans lesquels le débiteur est obligé, si la caution qui est une sûreté personnelle n'arrive pas à être acceptée, il peut alors prendre un bien particulier de son patrimoine, tant mobilier qu'immobilier, pour pouvoir affecter en garantie de ce prêt qu'il est en train d'avoir, du moins. Nous parlons toujours de la caution. Qui donne son bien ou bien le débiteur? Oui. Principal lui-même qui donne le bien. Je vais en revenir. C'est-à-dire, nous sommes au niveau où la caution est refusée. Ok. La caution est refusée. Premier cas. Deuxième cas, la caution, dans un premier temps, a été acceptée. Okay. Mais lors du contrôle, lors du droit de regard que le créancier doit avoir sur sa créance, oui. Tout le temps que le débiteur est toujours en possession de son argent, oui. Il a un droit de regard aussi sur la caution.
il doit informer la caution de l'évolution du prêt. Ça, c'est un devoir. Si vous ne le faites pas, la caution, vous êtes déchu par rapport aux intérêts et autres. Donc, de ce droit que vous avez, si la caution pose des actes qui, à la fin, peut être préjudiciable, vous devez déjà dire au débiteur principal, monsieur, changez-moi la caution. Alors, donc ça va être deux cas. Ces deux cas vont amener le débiteur à prendre un bien spécifique de son patrimoine et vous affecter. Et ça devient une sûreté mobilière. Donc, de sorte que lui, il a fait un prêt. D'accord? Oui. Au lieu d'apporter une caution, il a apporté une caution. J'ai vérifié le patrimoine de cette caution-là. Ce n'est pas solvable. Ce n'est pas bien fourni. Je dis, bon, voilà, et je ne peux pas accepter cette caution. Le débiteur, il est obligé, s'il avait des biens, il affecte. Alors, et en garantie. Et donc, du coup, la sûreté change. Ça devient une sûreté mobilière. Ok. Vous voyez? Donc, nous ne sommes plus dans la catégorie des sûretés personnelles. Nous sommes entrés un peu dans les sûretés mobilières, okay, dans ce cas de figure. Dans ce cas de figure. Et donc, et maintenant, la caution elle-même, si la caution vient et que elle peut, à son tour, d'accord, mettre un bien à disposition aussi. La caution, parce que nous disons toujours que c'est un engagement. Un engagement. La caution peut aussi mettre un bien à disposition de ce créancier-là. J'affecte en garantie de ce paiement-là, de ce monsieur, de mon frère, de mon ami, ce bien. Donc, au cas où vous lancez les procédures contre lui et que ça a échoué et qu'il devient défaillant, moi, ce bien-là, allez réaliser cela. Okay. Donc, voilà. Et donc, du coup, lorsque vous faites ce contrat, qui est un contrat écrit, c'est un contrat écrit et le montant est porté par la main de la caution. Okay. Dans le contrat, il doit l'écrire en chiffres et en lettres. Okay. Et quand il finit de le faire, du coup, vous êtes liés par ce contrat. Et le créancier et la caution, vous êtes tous liés par ce contrat qui est fait. De sorte que, désormais, cette caution n'a plus ce qu'on appelle le droit de discussion. Le droit de discussion, c'est ce droit qui permet à cette caution-là, lorsque son frère qui est débiteur principal, qui a pris l'argent, est devenu défaillant, la caution n'a pas le droit de dire, bon, d'abord, allez saisir ces biens, vendez d'abord, payez tout d'abord avant de revenir vers moi. Il n'a plus ce droit. Okay. Et il n'a pas ce droit aussi de division. Donc, du coup, tous ces droits ne lui sont plus accessibles. Okay. Donc, c'est pourquoi et les créanciers, et les débiteurs, et les cautions doivent veiller au respect scrupuleux des termes du cautionnement. D'accord. À part le cautionnement, quels sont les autres types de garanties qui sont à la disposition, à la portée des créanciers? J'avoue que le cautionnement est plus utilisé par les institutions financières et tous ceux qui accordent des prêts que les autres. Éventuellement, on peut tomber dans le chapitre de sûreté personnelle, on peut voir aussi la lettre de garantie, qui est un effet de commerce. Et cette fois-ci, c'est un contrat qui est fait entre un garant, un donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, ce n'est que le débiteur que nous appelons tout à l'heure. Okay. Le garant, c'est celui qui est un profane qui accorde son crédit ou bien son engagement pour payer quelque chose. Et le bénéficiaire, c'est le créancier. Donc, ce contrat, cette relation entre les trois personnes, qui est essentiellement dédiée aux personnes morales, parce que la loi a interdit ça entre les personnes physiques. Okay. Et donc, parce que c'est un effet de commerce. La lettre de garantie du moins est un effet de commerce. Donc, au moment venu, le garant met à la disposition du bénéficiaire le montant. Si en temps le débiteur, le donneur d'ordre, ne respectait pas son engagement, à première demande du bénéficiaire, le garant doit fournir ce qui doit être fait au niveau du bénéficiaire.
De sorte que c'est une pratique qui est plus utilisée par les banques, que les institutions de microfinance. Eux, ils préfèrent surtout les sûretés mobilières, le cautionnement, ainsi de suite, et les hypothèques qu'on peut quand même élaborer et voir. Donc vous avez évoqué les sûretés personnelles, vous avez parlé de cautionnement et l'aide de garantie. Oui. À part ça, quelles sont les autres sûretés? À part ça, vous tombez tout droit dans les sûretés réelles, dites réelles. Les sûretés réelles, c'est les sûretés qui concernent les biens mobiliers, que ce soit les biens mobiliers corporels ou incorporels. Incorporel, c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher. Et dont on verra tout à l'heure les créances. Et les comptes bancaires, par exemple. Les droits d'associés. Vous verrez, ça, c'est des choses que... Des choses qui peuvent être des garanties aussi. Garantie, absolument. Que vous verrez ça. Et cette sûreté mobilière du moins, vous verrez à l'intérieur les gages. Les gages, c'est les gages toujours mobiliers. C'est le fait de mettre un bien mobilier à disposition de quelqu'un au cas où je n'arrivais pas à respecter mon engagement personnel envers cette personne. Donc, toujours ce que je disais, j'anticipais tout à l'heure, j'ai un bien mobilier et je mets à la disposition. Lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier, on parle de gage. Lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier, on parle d'hypothèque. Donc, le gage, dans son sens strict, c'est que je mets mon bien mobilier à la disposition d'un créancier qui m'a accordé un prêt. Le fait que, arrivé à l'échéance, je n'arrivais pas à réaliser, à payer, il puisse quand même réaliser ce bien que je mets à sa disposition. Donc c'est un gage. C'est un gage. Je mets le bien immobilier, le bien mobilier. Je mets, on peut faire le gage de stock. Le stock de marchandises, le stock de matières premières par exemple. Je mets toujours ça là à la disposition du créancier pour qu'il puisse réaliser cela au cas où je ne pourrais pas, ou au cas où je serais défaillant vis-à-vis de mon obligation envers lui. Voilà. Donc, vous avez parlé de sûreté réelle. Oui. Et vous avez fait la nuance entre gage et hypothèque. Oui, entre mobilier et immobilier. Merci. Maintenant, vous avez parlé aussi des biens qu'on ne peut pas toucher. Oui, au fait, c'est une fiction du droit. Bon, je dis ça pour seulement dire que quand on parle de droit de créance, c'est des choses qu'on ne peut pas toucher en réalité. Quand on parle de droit d'associé, c'est-à-dire les associés forment une société par exemple. Et quand ils forment une société, du coup, les droits, les parts que chaque associé a, devient une sûreté. Devient une sûreté, on parle de droit d'associé. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas de façon la toucher. Et on parle de biens meubles incorporels, la créance par exemple. Donc, ces trucs peuvent être garantis pour pouvoir avoir un prêt. Et nous sommes toujours dans le domaine de gage. Nous sommes toujours dans les sûretés réelles. Ok. Maintenant, en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres types de sûreté qu'on peut rapidement voir? Oui, à part les gages que nous avons et quand je disais tout à l'heure que ça concerne les biens mobiliers, vous avez aussi les immeubles. Et quand vous affectez un immeuble pour pouvoir mettre en garantie, pour pouvoir se faire payer, vous faites réaliser ce qu'on appelle l'hypothèque. Vous hypothéquez l'immeuble. C'est-à-dire, vous donnez le droit de réalisation à cette institution de le faire si au cas où vous n'arrivez pas à respecter ou lorsque vous êtes défaillant tout simplement. Et donc, ça devient un droit pour le créancier hypothécaire de prendre appui et de retrouver son argent dans son patrimoine si en temps vous n'arrivez pas à respecter votre engagement. Donc, dans ces mesures de sûreté, c'est toujours pour pouvoir fournir au créancier qui déjà a fait un effort pour vous satisfaire le droit d'être
rassuré après. Il doit être rassuré de rentrer en possession de tout ce qu'il avait fait sortir de son patrimoine. Que ce soit le patrimoine des institutions financières, c'est toujours la même chose. Donc, cette sûreté évolue. Mais spécifiquement, ce qui est praticable, c'est les sûretés qui garantissent que vous voyez que ça ne peut pas avoir des problèmes après dans la réalisation. C'est pourquoi les créanciers doivent avoir de vigilance dans les crédits qu'ils mettent à la disposition de leurs débiteurs et vérifier les garanties qui sont mises à leur disposition pour voir si c'est réalisable ou non. Parce que le but n'est pas d'avoir la convention ou bien le titre foncier d'un immeuble, par exemple l'hypothèque. Le but n'est pas d'avoir plein de permis d'habiter d'un immeuble, par exemple. On doit même en revenir sur ce thème-là après. Okay. Le but n'est pas d'avoir telle personne comme caution pour pouvoir payer. Si, en temps, le débiteur principal ne respectait pas son engagement, le but, ce n'est pas totalement remplir sa caisse de ces titres. Le but, c'est la réalisation future. Donc, de sorte que, à ce jour, quand vous prenez une caution, je vais revenir sur la sûreté personnelle, vérifier sa garantie, vérifier sa solvabilité, vérifier si son patrimoine est bien fourni, vérifier l'état moral de cette personne-là. Parce que il y a des gens qui sont champions dans cette mesure-là. Quand vous prenez une société mobilière qui vous oblige à faire un enregistrement, une inscription au SSM, vérifiez si ce n'est pas déjà mis en gage quelque part. Parce que dans ce droit de réalisation, il y a le droit de préférence. Il y a le droit de privilège. Donc, du coup, vérifiez s'il n'y avait pas déjà une inscription là-dessus. Peut-être qu'il avait déjà donné à un autre créancier. Je vous affirme que les gens peuvent avoir un titre foncier. Bon, il y a des choses qu'on ne dit pas sur les plateaux, mais souffrez que ils ont pas mal. Et c'est l'original. Hein. Ils peuvent avoir plusieurs. Donc, vérifiez toujours que est-ce que entre-temps, ce qu'on a mis à votre disposition, est-ce que ce n'est pas déjà dans la main de l'organe chargé de cette gestion-là, l'ANDF par exemple. Vérifiez si ce n'est pas déjà, il n'y a pas déjà une inscription là-dessus. Si vous avez des experts, vérifiez si c'est l'authenticité, vérifiez si c'est le vrai qu'on vous a remis. Si c'est un permis d'habiter, vérifiez aussi avant de prendre ces titres et en faire et en constituer une garantie fiable. Sinon, la suite dans la réalisation vous serait un peu compliqué. Ok, je vais rebondir sur le gage. Bon, si j'ai bien compris, le gage, c'est le fait de donner un bien mobilier à titre de garantie. Maintenant, est-ce que forcément, si c'est une voiture par exemple, est-ce que je dois prendre la voiture, aller garer chez moi? Est-ce que la loi me permet de prendre le bien que mon débiteur veut mettre en gage? Je mets ça dans mon garage, ou bien comment ça se passe? Je lui laisse le bien, on fait le papier seulement, ou bien je prends le bien, je suis sûr que je tiens le bien et plus personne ne peut venir me bousculer dans mon droit. Bon, c'est vrai, parce que, et je vous remercie pour cette question, c'est une question essentielle. Parce que à ce jour, les gens, il y a beaucoup de créanciers qui pensent que, bon, dès qu'on vient chez moi, on dit, bon, je prends 50 000 francs. Bon, c'est un exemple, hein. Oui. J'ai un véhicule Toyota, je mets ça à ta disposition, je mets ça dans ta maison. Bon, ça là, c'est un gage avec dépossession. Okay. Donc, c'est-à-dire que le bien m'a été ciblé, oui, et affecté en garantie du paiement. Oui. Et du coup, le créancier même, le débiteur même, sauf de remettre ça à ma disposition. C'est sa volonté. Okay. C'est sa volonté. Je peux aussi demander que ça soit à ma disposition. Okay. Ce n'est pas interdit. Mais c'est... Dans notre cas, il y a ce qu'on appelle le gage sans dépossession. C'est-à-dire, il peut
rouler tout le bien, il peut rouler le véhicule, je le laisse. Je le laisse, il est gardien de son bien. Mais j'ai un droit là-dessus. J'ai un droit là-dessus. J'ai un droit de suite de regard. Ok. Donc, et du coup, si ce bien est vendu, je dois être le premier d'abord à être payé. Sur le prix. Parce que ce bien spécialement m'a été affecté. Ok. Donc, je dois être le premier à être payé. Avant, s'il reste quelque chose, on peut quand même distribuer ça entre les... Si il a plusieurs créanciers. Donc, on peut alors distribuer ça. Mais moi, j'ai le droit en même temps d'être payé immédiatement. Okay. Donc, je peux choisir quand même entre nous-mêmes, lorsque le contrat se fait, de dire, bon, mets ça dans ma maison. S'il accepte, c'est bon. Ok, il accepte. Ouais. Je suppose que c'est un groupe électrogène. Il accepte, j'ai mis ça au dehors, la pluie, le soleil. Est-ce que je peux... Bon, comme c'est moi qui ai fait le prêt, j'ai pris le bien, j'ai le droit là-dessus, je laisse ça au soleil, les intempéries, je laisse ça à la merci des intempéries. Je peux, non? Vous savez, le mal dans cette histoire, c'est que quand le créancier accepte de prendre le bien et que le débiteur concède à cela, ça a été fait, ils ont signé un accord là-dessus, vous prenez le bien, vous devenez gardien de ce bien. Et vous devez garder le bien en bon père de famille. Le bon père de famille ne laisse pas un bien aux intempéries. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle la dépréciation de la valeur de la chose. Chaque fois quand la pluie tombe là-dessus et que les aléas climatiques, tout ce qui se passe, si le bien doit être vendu à 100 000, vous allez voir que vous allez perdre la valeur de ce bien progressivement. Du coup, qui paie? En réalité, c'est vous-même d'abord. Okay. C'est vous-même. Parce que vous allez me dire que bon, si le prix ne suffit pas, on va encore continuer par toucher le patrimoine général du débiteur. C'est-à-dire quoi? Il m'a affecté un groupe électrogène que je n'ai pas bien gardé. Bon, si en temps lui-même n'a pas relevé que vous n'avez pas bien gardé, il peut vous poursuivre pour n'avoir pas bien gardé le bien, pour n'avoir pas su garder comme un bon père de famille. Mais s'il ne vous le fait pas, le compte-cours, c'est que si vous réalisez ce bien, vous n'aurez plus l'argent au comptant. Au total. Dans sa totalité. Merci. Donc, du moment où vous n'avez plus l'argent dans sa totalité, vous êtes obligé de toucher le bien général du monsieur. Là, vous n'avez pas votre attention dirigée vers un bien précis, mais c'est un bien de façon générale. Donc, il est de votre intérêt aussi de garder bien le bien. Un bon père de famille, couvrir le bien pour qu'il n'y ait pas ces intempéries, pour qu'il n'y ait pas de dépréciation à la suite. Parce que le contrat pour le prêt, c'est sur une durée donnée. Si ça arrive à échéance, il faut que chacun soit quand même satisfait de ce parcours. Donc, si vous faites ça, vous créez deux choses. Vous créez la perte du bien, la perte de la valeur du bien, et vous pouvez être exposé aux poursuites de la part de ce débiteur parce qu'il peut sentir que la perte de cette valeur est due à votre négligence. Et c'est fréquent. D'accord. Vous avez tout à l'heure parlé brièvement des hypothèques. Je voudrais, on va revenir là-dessus, mais je voudrais savoir, lorsque quelqu'un donne sa convention de vente, il prend une convention de vente, il remet à son créancier et je sais pas, il écrit un papier, je reconnais avoir donné ça en garantie. Est-ce que l'hypothèque est déjà constituée comme ça, de cette façon? Bon, merci, des fois ça nous fait rire, nous qui sommes dans le domaine. Vous savez, il faut toujours aller voir les spécialistes en la matière. Et vous savez, la convention, à ce jour, n'est qu'un acte présomptif de droit de propriété. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore propriétaire de cet immeuble. Vous êtes présumé. Si j'ai une convention de vente dûment signée par les deux parties, le maire a signé, je ne suis pas encore propriétaire. Non, tu n'es pas encore propriétaire de cette parcelle. Tu es présumé. C'est un droit présomptif. De sorte que, à ce jour, à l'état actuel de notre droit foncier, c'est le titre foncier qui est un droit définitif qui te donne le droit de propriété. Donc,
Et il va falloir que nos institutions cessent de prendre les conventions. Bon, on peut prendre à titre de faire pression sur la personne. Mais si cette pression-là échouait, ce qu'on ne souhaite pas, et que la personne ne payait pas, vous allez rentrer dans d'autres procédures pour pouvoir quand même arriver déjà à avoir le titre définitif sur cet immeuble. Okay. Vous pouvez avoir le titre par provision et enclencher la procédure immobilière. Mais il est toujours bon, dans le contexte de l'hypothèque, de faire recours à un notaire qui se chargera de faire les diligences. Quand vous prenez une convention, c'est bien bon. Ça fait une pression. Mais vous aurez du mal à réaliser cela après. Parce que seule la convention ne donne pas le droit à celui qui vous donne la convention un droit. Il n'est pas propriétaire. Du jour au lendemain, sa propriété peut être remise en cause. Si c'est remise en cause, votre crédit est remis en cause. Votre crédit en même temps a de problèmes. Parce que le supposé propriétaire ne l'est plus. Donc, il faut chercher à avoir le titre définitif. Ou bien, quand vous avez une convention comme ça, et que le monsieur dit que je te donne mon immeuble. Voilà sa convention. Cherchez alors faire recours à un notaire pour que la convention, d'accord, portant sur l'immeuble là, soit quand même réalisée. Parce que c'est une convention spéciale. Okay. Ouais. Pour finir, je voudrais qu'on revienne un peu sur le droit de gage général. Oui. Celui qui n'a pas pris une garantie parmi ceux ou celles que vous avez énumérées tombe dans le régime de créancier, vous avez dit chirographe. Ok. Et il a un droit de gage général. Ce droit de gage général, est-ce que quelqu'un peut se prétester de ça et dire tu ne m'as pas payé, la loi me dit que j'ai un droit de gage général, donc au nom de cette loi-là, je viens prendre ta voiture. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce que quand on a dit qu'on a un droit de gage général, nos téléspectateurs peuvent se dire, ah mais tiens, je préfère ne pas avoir une garantie, j'ai un droit de gage général. S'il ne me paie pas, je rentre dans sa maison, je ramasse cette télé et ces meubles et je lui rappelle que c'est le droit de gage général que je suis en train de mettre en œuvre. Dites-nous comment ça se fait. C'est vrai, parce que vous savez, des fois on est ému, des fois on est embarrassé, dans la mesure où, vous savez, le créancier, c'est quelqu'un de bien. Oui. C'est quelqu'un de bien, et en retour, il faut le remercier en bon monnaie, pas en monnaie de singe quand même. Et donc ce créancier-là, du coup, quand la créance, le recouvrement commence pas à avoir de problème, il y a le risque d'insolvabilité, il n'a pas toute sa tête. Permettez-moi, parce qu'on a eu des dossiers comme ça, il n'a pas toute sa tête pour pouvoir quand même mener de façon régulière les procédures. On entend même certains qui vont dans la maison des gens et prendre leur véhicule, prendre leurs objets pour dire bon, tu me dois, viens à la maison. Non, ça ne se fait pas comme ça. En fait, le droit de gage général, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le monsieur, je cite les biens, il a 2 véhicules, il a une maison, il a des immeubles bien bourrés, il a supermarché, il a plein de trucs. Et il vient chez vous, il demande un prêt, vous lui concédez le prêt. Et au moment de la réalisation de ce prêt, vous n'avez pas demandé une caution spéciale, vous n'avez pas demandé un bien affecté. Du coup, à partir de ce prêt-là, même si vous n'avez pas pris quelque chose de façon spéciale, vous devenez en même temps un créancier général, un créancier où tous ces biens sont comme sur votre miroir. De sorte que, si vous voulez aller, s'il ne paye pas, et vous voulez retrouver votre somme, vous mettez la procédure sur tous les biens. C'est-à-dire que ce n'est pas que aller prendre, vous commettez ceux qui sont chargés de cela d'aller faire. Quand pas soi-même. Non, pas soi-même. Okay. Pas soi-même. Quand ils vont là-bas, ils ne vont pas seulement choisir un bien. Parce que ce n'est pas ce bien-là, ce n'est pas un bien spécifique qui a été affecté. C'est tout l'ensemble.
Donc il peut commencer par un bien d'abord, ils finissent, ils vont sur un autre bien, ainsi de suite. Ils ne sont pas limités. Vous voyez, ils ne sont pas limités. Donc de sorte que, en fait, ce qui bloque dans ce cadre de droit, c'est que vous n'êtes pas tellement assuré. Vous n'êtes, parce que tous ces biens-là peuvent être révélés, être un bien déjà garanti, gagé, un bien mobilier gagé par d'autres personnes. Donc du coup, ces personnes qui ont eu déjà ces préférences seront préférées que vous. C'est bien beau de ne pas prendre quelque chose au début et d'avoir le visage sur tous les biens. Mais le risque, ça peut s'avérer un leurre. Parce que si à la fin, voilà, tout est déjà... le bonhomme a déjà mis ça en garantie quelque part, il a déjà hypothéqué ça, et puis vous vous retrouvez, vous dites, ah, il y a tout cela, vous devez à tout cela. Donc du coup, toi, qui avait un droit de façon générale, tu deviens réduit. Parce que avant que toi, tu ne reçoives un seul franc, il faut que ceux-là prennent d'abord le sou. Et on va voir dans la casserole, si ça reste encore quelque chose pour vous. Et donc, si vous avez la chance, ça reste quelque chose, vous prenez. Si vous n'avez pas la chance, puis voilà. Donc c'est pourquoi il faut quand même demander être assuré. Demande à être assuré si le montant atteigne une hauteur donnée, pour demander à être assuré. C'est le conseil. Merci beaucoup. Nous en venons maintenant au mot de la semaine, et pour cette semaine nous avons choisi le mot gage. Ça a été plusieurs fois dit par notre invité. Selon le lexique des thèmes juridiques, le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier corporel ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs. Le gage n'est plus un contrat réel se formant par la remise de la chose. La seule rédaction d'un écrit suffit à le constituer valablement. Monsieur Logo, voilà ce que le lexique nous propose. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Bon, merci beaucoup. C'est de notre habitude. Et le gage, oui, c'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire, c'est cette assurance. Et on avait dit tout à l'heure qu'il y a une assurance d'ordre général. Donc, il y a un gage général et une assurance d'ordre spécifique, un gage spécifique. Donc, du moment où il n'y a pas eu une affectation de façon précise, j'ai un droit de gage général. Donc, c'est là où le gage peut prendre deux formes. Gage général et gage spécifique. De toutes les façons, toutes les fois que vous accordez un prêt à quelqu'un, d'office, il a un gage général sur tout ce qui est dans votre patrimoine. C'est-à-dire un droit absolu, un droit de se faire payer, de se faire désintéresser. Et ça, l'autre côté, si vous accordez, vous affectez un bien spécial mobilier, il a aussi un gage. Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Logo. Merci. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir eu sur notre plateau, et au nom de mes téléspectateurs, je vous dis merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous sommes venus à la fin de ce numéro. Le crédit est mort, les mauvais payeurs l'ont tué. C'est ce que disait Jean-Michel Guénassia. Et c'est sur ces mots que je vous dis à la semaine prochaine, et que Dieu vous bénisse.